Pologne 1946. Un an après la fin de la guerre, le pays respire encore la mort et la destruction. 90% de la population juive polonaise a été anéantie par les nazis. À Varsovie, le ghetto a été rasé. De ces ruines surgit pourtant un trésor, ces caisses en métal cachées pendant la guerre. Elles contiennent des cahiers, des cartes et des lettres écrites à la main ou à la machine par des hommes, femmes et enfants. Des documents exceptionnels qui témoignent d'une expérience unique dans l'histoire, celle des Juifs enfermés dans les ghettos nazis. Depuis 80 ans, de nouveaux témoignages refont régulièrement surface en Pologne, en ex-URSS et dans les pays baltes, partout où les nazis avaient mis en place ces prisons à ciel ouvert. Au total, 1200. Entourés de murs et de barbelés pour les plus grands, ouverts pour les plus petits, l'objectif des ghettos est le même partout. Isoler les Juifs du reste de la population, les concentrer dans des conditions de vie extrêmes, en attendant de mettre en œuvre leur anéantissement. Les ghettos nazis sont des salles d'attente pour les chambres à gaz des centres de mise à mort. Dans cette existence en suspens, les habitants du ghetto ont néanmoins tenté de survivre par tous les moyens. Il y a de l'espoir. L'espoir ne les a jamais quittés. Pour supporter leur quotidien, mais aussi pour laisser une trace à la postérité, beaucoup d'entre eux ont écrit des journaux intimes, des chroniques, des reportages et des mémoires. Une parole authentique qui met en perspective les images des ghettos, tournées exclusivement par l'occupant nazi. Ils s'appelaient Emanuel Ringelblum, Myriam Wattenberg ou David Chirakowiak. Polonais, lituaniens, autrichiens ou allemands, ils ont livré des témoignages implacables sur la barbarie nazie. Leurs mots sont aussi l'héritage d'un monde juif disparu et l'affirmation d'une volonté farouche de vivre. Schon vor Jahrtausenden waren nicht-jüdische Völker gezwungen, sich gegen jüdische Eindringlinge zu wehren. Ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit. L'histoire des ghettos commence par une déclaration de guerre, celle de l'Allemagne nazie à ses citoyens juifs, considérés comme un danger pour la nouvelle société que le régime veut construire. Dès 1933, la violence antisémite se déchaîne contre cette communauté qui ne représente pourtant qu'1% de la population du Reich. Ces brimades et boycotts ne sont que le début d'une série de mesures qui visent à exclure les Juifs de la société et à les chasser d'Allemagne. Cette escalade culmine dans le pogrom de novembre, appelé par les nazis la Nuit de cristal. Les SS, SA, policiers, mais aussi de simples citoyens, détruisent plus de 1400 synagogues, vandalisent des milliers de magasins en Allemagne et en Autriche annexés. 1300 personnes trouvent la mort. En 1938, les Juifs d'Allemagne sont privés de leurs droits civiques, n'ont plus de relations sociales et sont dépossédés de leurs moyens de subsistance. Ils se retrouvent totalement isolés, appauvris, dépourvus des droits les plus basiques. Toléré, voire encouragé par la population allemande, le pogrom de novembre incite les dirigeants nazis à chercher des idées plus radicales encore.
Le 12 novembre 1938, peu de temps après les pogroms, les dirigeants nazis organisent une conférence pour décider quoi faire des Juifs allemands. Et c'est là que Göring déclare « On dirait que la population juive du Reich devra vivre dans des ghettos ». Pour la première fois, l'idée des ghettos pour les Juifs est lâchée. Mais ce n'est pas dans le Reich que les nazis vont mettre leurs menaces à exécution. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht envahit son voisin et déclenche la Seconde Guerre mondiale. À Lodz, le lycéen juif David Chirakowiak, 17 ans, note dans son journal « Boże, co się dzieje? Mon Dieu, que se passe-t-il? La police et les administrateurs locaux ont fui la ville, sachant que l'armée allemande doit arriver. Les habitants sont des milliers à quitter leurs appartements pour prendre la fuite vers des destinations inconnues et dangereuses. Dans les rues, les gens pleurent et se lamentent. Pour les nazis, l'invasion de la Pologne fait partie d'un plan de colonisation et germanisation à grande échelle. Les nouveaux territoires conquis à l'Est doivent servir d'espace vital pour les Allemands. La Pologne représente un défi particulier. C'est le pays qui compte la plus importante population juive d'Europe. Dans grand nombre de villages, il représente la majorité de la population. Et Varsovie est la plus grande ville juive d'Europe. De plus en plus de Juifs se sont retrouvés sous domination allemande, ce qui était le contraire exact de ce que les dirigeants nazis souhaitaient. Ils se retrouvent tout à coup avec une population juive de 2 millions de personnes, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'ils avaient déjà. Dès les premiers jours, l'occupation allemande s'accompagne de tout un tas de mesures anti-juives, encore plus radicales que celles imposées en Allemagne. Le port d'insignes distinctifs, la limitation des déplacements, l'interdiction de communiquer avec la population, ainsi que des travaux forcés. Kalel Perehodnik a été témoin des agissements allemands à Otwocz, petite ville bourgeoise de la banlieue de Varsovie. Palono bożnice, obcinano Żydom brody, rabowano po mieszkaniach. On brûlait les synagogues, on coupait les barbes, on mettait à sac les appartements et les magasins. On confisquait les biens et les marchandises. Certains Allemands malmenaient les Juifs en manifestant leur sens de l'humour. En voici un exemple. Yud, quelle est ta profession? Commerçant? Enchanté, moi c'est boxeur. Suivait un coup qui faisait cracher les dents, enfler l'œil. Pierwsze oznaki pobytu Niemców. Les premiers signes de la présence allemande à Lodz. Ils font la chasse aux Juifs pour des travaux forcés. Mais que faire? Hier, dans la rue, je me suis fait arrêter par un lycéen allemand qui m'a hurlé dessus. « Viens travailler. Tu n'as pas le droit d'aller à l'école. » La fureur s'est emparée de moi face à mon impuissance. Il ne reste qu'une chose, la vengeance. Après 6 semaines de combat, les Polonais rendent les armes. Le pays a été dépecé par les vainqueurs. Sa partie occidentale est annexée et intégrée au Reich. L'Est est occupé par les Soviétiques, conformément au pacte entre Hitler et Staline. Entre les deux territoires, les nazis créent le gouvernement général, dirigé par le gouverneur Hans Frank à Cracovie.
La partie centrale de la Pologne et le sud sont devenus une sorte de colonie. Et l'idée initiale consistait à déplacer les Polonais indésirables, mais aussi les Juifs des régions annexées dans cette zone. À ce moment-là, il n'est pas encore question d'assassiner les Juifs et Juifs d'Europe. Dans un premier temps, il s'agit de les expulser. Sur une idée du Führer, Adolf Eichmann élabore un plan de réserve juive. Prévue pour 1 million de personnes, elle doit voir le jour en Pologne occupée, à l'est, dans la région de Lublin. L'hiver sera rude cette année, explique Hans Frank à ses collaborateurs. Quelle joie de pouvoir enfin s'attaquer physiquement à la race juive. Le 10 octobre 1939, un premier convoi de juifs autrichiens et tchèques quitte Vienne en train, en direction de la petite ville polonaise de Nisko. C'est la première déportation de juifs par le Troisième Reich. 1000 personnes arrivent au milieu de nulle part. Mais une fois arrivé sur place, on ne sait pas quoi faire de ces Juifs. Rien n'est préparé. Certains sont logés dans les villages, d'autres fuient en Union soviétique. La réserve juive de Nisko est un échec. Pendant que Berlin élabore ses projets aussi gigantesques qu'irréalisables, les gouverneurs locaux s'impatientent. Tous veulent se débarrasser de leurs juifs. Face à cette situation, les dirigeants continuent à réfléchir pour trouver d'autres solutions. Mais à partir de ce moment-là, cette réflexion est surtout menée au niveau régional. Ce n'est plus Berlin qui dit ce qu'il faut faire, ce sont les responsables locaux qui prennent les choses en main. Le plus impatient d'entre eux est Arthur Greiser, gouverneur du Warthegau, la partie de la Pologne fraîchement annexée. Sa plus grande ville, Lodz, compte près de 230 000 juifs, de riches familles d'industriels, mais aussi de simples ouvriers. L'objectif était de libérer la ville des Juifs, car Lodz devait devenir une ville allemande. Lors de fouilles archéologiques, on avait trouvé des objets qui portaient des croix gammées. Les nazis étaient donc persuadés que cette ville avait été allemande et qu'il fallait la regermaniser. Pour faire de Lodz Litzmannstadt, le régime fait venir les Volksdeutsche, des Roumains ou Ukrainiens d'origine allemande qui doivent peupler la ville et les nouveaux territoires annexés. En même temps, Greiser prévoit des expulsions en masse de la population juive vers le gouvernement général. Seul problème, Hans Frank à Cracovie s'y oppose. Il ne veut pas plus de juifs sur son territoire. Devant son refus, les autorités allemandes de Lodz décident d'isoler les juifs dans un ghetto. Le 8 février 1940, un journal de Lodz a annoncé la création d'un quartier juif, selon l'appellation officielle, avec des frontières bien définies. Elle comprenait les quartiers les plus peuplés par la population juive pauvre, le quartier de Baluti et une partie de la vieille ville. L'objectif premier à Lodz ou Litzmannstadt n'était pas du tout la mise en place d'un ghetto. Je dirais que c'était une solution d'urgence. Quand il s'est avéré que le déplacement de cette grande population juive était impossible à organiser rapidement, le responsable allemand de la région a donné l'ordre le 10 décembre 1939 de concentrer les gens, tout en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une solution temporaire. Sur ordre de l'occupant, les Polonais doivent quitter les quartiers du futur ghetto pour laisser leur logement aux Juifs.
Dzięki temu zarządzeniu Żyd mógł się dowiedzieć, że tych kilka gratów Les Juifs ont appris à cette occasion que tous les biens pour lesquels ils avaient travaillé dur toute leur vie devenaient la propriété de l'État allemand, qu'ils ne pouvaient ni les emporter ni les vendre. Ils n'avaient le droit d'emporter que des affaires personnelles et des photos de famille. Imaginez une famille qui habite un bel appartement de 5 pièces, avec un piano, une bibliothèque, des tableaux, des tapis, des lustres en cristal et d'autres biens précieux. Elle se voit obligée de déménager et doit trouver un nouveau logement. En règle générale, elle échangeait son appartement avec celui d'un ouvrier polonais, un chrétien, comme on disait, qui habitait dans un studio avec un coin cuisine. Le déménagement forcé conduisait déjà à l'appauvrissement. Trois mois plus tard, le 20 avril 1940, ces transferts de population sont achevés. Désormais, 165 000 personnes s'entassent dans 2300 appartements. Tout le monde était à l'étroit et il n'y avait pas suffisamment de place. Dans ce quartier, il y avait beaucoup de petits immeubles délabrés. Les gens racontent que 8 à 11 personnes devaient se partager une seule chambre. Une race inférieure a besoin de moins d'espace, moins de nourriture et moins de culture qu'une race supérieure, dira Robert Lai, un idéologue du parti. Lodz, le premier grand ghetto nazi, servira de modèle pour tous les autres qui verront le jour en Pologne occupée dans les mois à venir. En novembre 1940, le ghetto de Varsovie voit le jour. Près de 400 000 juifs sont enfermés sur seulement 2,7% de la surface de la ville. Varsovie sera le plus grand des ghettos nazis. Parmi ces prisonniers, il y a Miriam Wattenberg, une jeune fille juive de 15 ans, fille d'un Polonais et d'une Américaine. 15 listopada 1940 roku. 15 novembre 1940. Aujourd'hui, le ghetto juif vient d'être créé officiellement. Les juifs ont interdiction de se déplacer en dehors des frontières établies. Il y a beaucoup d'agitation. La nervosité s'est emparée de tout le monde. Les gens courent dans les rues et se transmettent des informations plus fantaisistes les unes que les autres. Tout ça me fait penser aux épopées bibliques de notre servitude en Égypte. Mais où est Moïse, qui pourrait nous libérer de cette oppression? À partir de 1941, les ghettos se multiplient sur tout le territoire polonais. Lublin, Cracovie, Radom, Rzeszów, Częstochowa. Partout, ces espaces réservés aux Juifs sont mis en place dans les quartiers les plus pauvres de la ville, surpeuplés, parfois sans électricité ni eau courante, dépourvus d'espaces tels que des parcs et des squares. Les plus grands d'entre eux, comme Varsovie, Lodz et Cracovie, sont entourés de barbelés ou de murs. Des routes interdites d'accès par l'occupant divisent le terrain du ghetto et obligent les habitants à construire des ponts. Comble de l'ironie,
Ces murs et ponts doivent être financés et construits par les Juifs eux-mêmes. Les nazis installent des pancartes avertissant contre le typhus pour dissuader la population non juive de tout contact. Il y a eu un très grand nombre de ghettos. Ils étaient très différents. Entre 60 et 70% des gens habitaient dans des ghettos semi-fermés, des ghettos ouverts, ou même à l'extérieur des ghettos. La politique nazie des ghettos n'était pas du tout uniformisée. Il appartenait aux gouverneurs locaux de décider s'ils voulaient mettre en place un ghetto, s'il devait être ouvert ou fermé, ainsi que sa gestion. Jusqu'en 1942, certains juifs n'avaient même jamais entendu parler de ghetto, parce qu'il n'y en avait pas dans certaines régions. Il y avait des juifs, mais pas de ghetto. En 1941, l'Allemagne règne déjà sur la moitié de l'Europe. Le Reich a multiplié sa population juive, mais jamais aucun ghetto ne verra le jour dans les pays occidentaux occupés par les nazis. La Pologne est une zone de non-droit. On peut y faire ce qu'on veut. La population polonaise ne compte pas, elle est considérée comme inférieure aux Allemands. Ce n'est bien sûr pas le cas de la population en Europe occidentale. Il n'était pas question pour les nazis d'instaurer des ghettos dans le style est-européen en Occident. Ils risquaient d'avoir des problèmes avec l'opinion publique. Au printemps 1941, plus de 60% de la population juive polonaise est parquée ou enfermée dans environ 600 ghettos, disséminés sur toute la Pologne occupée. Pour les nazis, ce sont des lieux de stockage, en attendant de trouver une solution au problème juif. Getto jest izolowany już od tygodnia. Mury z czerwonej cegły zamykające ulice getta. Le ghetto est isolé depuis déjà une semaine. Les murs en briques rouges qui encerclent les rues ont poussé très haut. À l'intérieur de notre résidence de malheur, ça résonne comme dans une ruche. Dans les maisons, dans les cours, partout les gens s'interrogent sur les raisons pour lesquelles les nazis ont créé un quartier juif. Comment allons-nous être approvisionnés? Qui va faire régner l'ordre? Conscient du bouleversement qu'entraîne la création du ghetto, l'historien Emanuel Ringelblum à Varsovie note dans son journal intime. Es wächst letztens sehr stark das historische Bewusstsein. Notre expérience quotidienne rejoint les événements les plus saillants de notre passé. Nous retournons au Moyen-Âge. L'expulsion actuelle est l'une des pires de l'histoire juive, parce que dans le passé, il y a toujours eu des villes de refuge. Persuadé qu'il faut laisser une trace de cette épreuve unique que la communauté s'apprête à vivre, Ringelblum crée l'organisation Oneg Shabbat. La mission de ses membres est de documenter la vie dans le ghetto sous tous ses aspects, afin de laisser une trace à la postérité. Privés de leurs relations sociales et de leurs emplois du jour au lendemain, les Juifs du ghetto se retrouvent projetés dans une nouvelle société, imposée par l'occupant. Ces sociétés dans les ghettos étaient des constructions très complexes. Des gens très différents se sont retrouvés parqués dans des espaces serrés. Il y a eu des différences politiques, des différences de classe, mais aussi de religion, notamment entre les Juifs orthodoxes et les Juifs assimilés. Il y avait aussi un fossé linguistique entre certains juifs. Vous pouviez avoir deux familles forcées d'habiter ensemble dans un studio avec un coin cuisine. L'une parle polonais, l'autre yiddish, et elles ne se comprenaient pas du tout.
À la tête de ces nouvelles sociétés, créées sous la contrainte, se trouve le Judenrat, le Conseil juif. Mis en place par les Allemands, il représente le lien entre la communauté juive et l'administration nazie. On peut y voir un dégoût raciste de la part des Allemands pour la population juive. Ils n'entrent même pas dans le ghetto. Ils ne veulent pas savoir ce qui s'y passe. Pour les Allemands, le Judenrat était très pratique. Ils géraient le ghetto à leur place. Les Allemands contrôlaient le Judenrat sans pour autant lui donner de l'autonomie, bien sûr. Dans les campagnes, il n'y a pas d'Allemands. Mais il y a la police polonaise. Ce sont eux qui contrôlent la vie des ghettos et des communautés juives. Et en plus, il y a des administrateurs civils qui travaillent pour les Allemands. Ce sont des fonctionnaires polonais. Simche Polakiewicz est l'un des 7000 habitants du ghetto de Sokolov Podlaski, une petite ville de la région de Varsovie. Komendantem getta Kreishauptmann Grams wyznaczył Polaka. Le Polonais Sourdik a été nommé responsable du ghetto. Il était chargé de faire respecter à la lettre tous les décrets anti-juifs. Il a montré rapidement qu'il était loyal vis-à-vis des Allemands et qu'il savait frapper les gens. Les tailleurs juifs lui faisaient des costumes, les cordonniers des bottes. Il était très malin et savait se débrouiller avec les Allemands et les Juifs. En Pologne occupée, tous les ghettos nazis, même les plus petits, ont leur propre conseil juif, avec à sa tête un président. À Lodz, les Allemands nomment Chaim Mordechai Rumkowski, un homme d'affaires. À Varsovie, cette responsabilité incombe à l'ingénieur Adam Tcherniakov. Il n'est pas question pour les Allemands de nommer des gens de l'extérieur. Ils essaient, du moins au début, de choisir des personnes issues des élites d'avant-guerre. En gardant une certaine continuité, ils veulent rassurer les habitants du ghetto. Le défi que les dirigeants doivent relever est immense. Organiser la vie quotidienne du ghetto pour faire vivre des centaines de milliers de personnes tout en se soumettant aux exigences de l'occupant. Rumkowski a annoncé clairement sa vision du ghetto. Il voulait l'organiser comme un État. Voilà pourquoi il a dit qu'il voulait mettre en place des ministères, un ministère de l'Éducation ou un ministère du Travail. À l'image de Lodz, chaque grand ghetto développe très rapidement une administration importante pour gérer tous les aspects de la vie. L'éducation, la santé, la justice avec ses tribunaux et prisons, ses services sociaux avec des orphelinats et des soupes populaires, la gestion des déchets et même des pompes funèbres. Dans la plupart des ghettos, il y a aussi une équipe de pompiers, ainsi qu'un service d'ordre, la police juive. Le fait d'être dans la police juive pouvait représenter une source de fierté, du moins au début, quand on ne se rendait pas encore compte de ce qu'allait être la vie dans le ghetto. Ces juifs de la diaspora n'avaient pas d'État, et tout à coup, il y avait cette police. Une organisation du maintien de l'ordre avec ses propres prérogatives. Ça pouvait être considéré comme le début de quelque chose de positif. Jedną dobrą stroną getta, według ówczesnego pojęcia, było to, że Niemcy... On considérait à l'époque que le ghetto avait ses bons côtés. Les Allemands n'y rôdaient pas. Les pillages et les réquisitions avaient donc pris fin. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils s'adressaient au Judenrat, qui leur fournissait docilement tout ce qu'ils voulaient.
Un État juif factice se met en place avec une autonomie factice, elle aussi. Les autorités sont factices, elles donnent seulement l'illusion de fonctionner comme avant la guerre. Il y a cette police juive et tous ensemble font semblant de former un nouvel État. Mais ça ne fonctionne pas, c'est impossible. L'espoir d'une existence autonome à l'abri de la terreur allemande n'est que de courte durée. Les ghettos ne sont pas conçus par les nazis comme des lieux de vie. Qualifiés de caissons de la mort par Joseph Goebbels, ce sont des espaces où l'occupant expérimente une mise à mort lente par la faim, la maladie et le travail forcé. Ces habitants sont à la merci des décrets et limitations qu'impose l'administration allemande, à commencer par l'approvisionnement de la nourriture strictement réglementé. Les habitants du ghetto reçoivent des cartes de rationnement. Elles indiquent les rations journalières ou mensuelles. Et munis de ces cartes, ils peuvent se rendre dans les points de distribution. Il y avait un certain nombre de magasins sectorisés où on pouvait acheter la nourriture rationnée à l'aide de ces cartes. C'était la source d'approvisionnement officielle. Mais les rations étaient tellement maigres en termes de calories que personne ne pouvait survivre avec ça. Od dzisiaj mamy mieć 2 kilo chleba na cały tydzień. À partir d'aujourd'hui, nous aurons 2 kilos de pain pour toute la semaine. Il y a de la viande une fois par mois, à raison de 100 grammes par personne, et 80 à 100 grammes de margarine pour la même période. La nourriture reste toujours aussi problématique dans le ghetto. Pour la semaine, 80 grammes de beurre et un œuf, ce qui est une sensation car ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Mais il n'y a ni pommes de terre, ni légumes. En clair, rien à manger. Hier, un élève de ma classe est mort d'épuisement et de faim. C'est déjà la 3e victime dans notre classe. Très souvent, on acheminait aussi des produits périmés dans le ghetto. Des restes de légumes des marchés de Lodz ou de la farine avariée. Le ghetto était l'endroit dans lequel finissaient tous les déchets. Et c'est avec ces déchets que les habitants devaient faire des produits comestibles. À Lodz, la ration quotidienne officielle attribuée aux Juifs s'élève à 220 calories. La situation est meilleure à la campagne, dans les petits ghettos. Znajomi chłopi handlujący przed wojną z Żydami też szukali kontaktu z gettem. Les paysans continuaient à faire des affaires avec les Juifs qu'ils connaissaient d'avant-guerre. Ils avaient eux aussi besoin de clients pour vendre leurs produits. En échange, ils achetaient des textiles, des produits en cuir qui restaient cachés dans le ghetto. Ce commerce de contrebande se déroulait à l'abri des regards dans l'entrée des maisons. Le prix d'un costume ou d'une paire de chaussures était converti en kilogrammes de blé ou de pommes de terre. Ce genre de troc était très populaire. À l'inverse, Lodz, devenue une ville allemande, sous le nom de Litzmannstadt, a été nettoyée de sa population polonaise. C'est le ghetto juif le plus isolé. Pour réduire la dépendance aux livraisons allemandes, le Judenrat lance des expériences agricoles dans le quartier rural de Marischin. On a mis en place un département agricole chargé de cultiver des choux, du blé, des légumes. Mais ces cultures étaient très insuffisantes. Elles ne couvraient qu'un petit pourcentage des besoins. Na Marysinie wisien, jabłek, jak i gruszek pełno. À Marischin, il y a des cerises, des pommes et des poires. Les lycéens font des expéditions pour voler des pommes. Mais ils se font attraper par la police.
Ils sont mis en prison et exclus de l'école, mais ça ne sert pas à grand-chose. Le fruit interdit a bon goût. Et surtout quand on a faim. À Lodz, la nourriture, l'enjeu si crucial pour le ghetto, et pour les Allemands un moyen de chantage. Pour extorquer les derniers biens aux Juifs, ils vont jusqu'à interrompre les livraisons de vivres. L'administration nazie va encore plus loin et impose au ghetto sa propre monnaie. Les Juifs sont obligés d'échanger leur argent contre ces billets qui n'ont aucune valeur à l'extérieur du ghetto. Pendant les premiers mois de l'existence du ghetto, il n'y a vraiment rien à manger. Et les gens commençaient à manifester contre Rumkowski. Il y a des émeutes de la faim. Pour nourrir sa population, le chef du Judenrat emprunte 2 millions de marks aux Allemands. Les rations qu'il achète apaisent la situation, mais l'argent doit être remboursé. Rumkowski passe alors un marché avec Hans Bibo, le responsable allemand de l'administration du ghetto. Le ghetto remboursera sa dette avec sa force de travail. Petit à petit, des ateliers de couture, de production de papier et des menuiseries voient le jour. Et il y en aura de plus en plus. Au fil des mois, des ateliers, voire des usines verront le jour dans tous les ghettos de la Pologne occupée. Les Allemands exploitent au maximum la force de travail juive, dans ces fabriques mais aussi sur les chantiers. Tous les jours, le Judenrat doit fournir les contingents d'hommes à l'occupant. La police juive est chargée de les rassembler en usant parfois de la force. Très vite, son image se dégrade auprès de la population, qui l'accuse de collaboration avec l'occupant. Pour les Juifs eux-mêmes, avoir du travail devient une question de survie. Il leur assure un maigre salaire, mais aussi une assiette de soupe supplémentaire à la cantine. Avec les 10% que les Allemands laissent au Judenrat sur les gains des productions, il peut financer des soupes populaires pour les plus pauvres, ainsi que d'autres initiatives sociales. À Lodz notamment, Rumkowski crée même des colonies de vacances pour les enfants, dans la partie la plus rurale du ghetto. W szkole mieliśmy dzisiaj frajdę, co się zowie. Lekcji nie było, bo była defilada wszystkich dzieci znajdujących się na Marysinie przed Rumkowskim. Aujourd'hui, à l'école, c'était la fête. On n'avait pas cours, mais on a assisté à un défilé de tous les enfants devant Rumkowski. Mais le plus important, c'est qu'on nous a offert un goûter supplémentaire. Un bout de pain, avec une rondelle de saucisson. Quel geste généreux de la part de notre guide bien-aimé. Tout cela ne pouvait pas se dérouler sans discours. Le vieux nous a dit qu'il nous donnerait tout ce qu'on veut, à condition qu'on travaille bien à l'école. Bienfaiteur mais aussi despote, le président du Judenrat de Lodz impose un style de gestion autoritaire. Son portrait se retrouve sur les murs des administrations, les timbres, les billets de banque. À l'intérieur du ghetto, Rumkowski se déplace en calèche. Les habitants le surnomment le roi du ghetto. Au fléau de la faim s'ajoutent les épidémies. Les ghettos manquent d'eau courante, de chauffage et d'articles d'hygiène de base comme le savon. À Varsovie, 43 000 personnes meurent en seulement 10 mois d'une épidémie de typhus.
Ici, le surpeuplement est dramatique. Depuis sa création, le ghetto est passé de 380 000 à 450 000 habitants et compte plus de juifs que la France et la Belgique réunies. Ces nouveaux arrivants ont été déportés de la partie annexée au Reich et des environs de Varsovie. Ils représentaient la population la plus démunie du ghetto. La plupart du temps, ils arrivent avec très peu de choses. Un baluchon, un oreiller sous le bras, et c'est tout. Et ce sont les premières victimes des famines. Les cadavres sur les trottoirs, ou des enfants qui font la manche dans la rue que l'on voit sur les photos du ghetto, sont les déportés des autres régions dans la grande majorité des cas. Ce ne sont pas les Juifs originaires de Varsovie. C'étaient les plus mal lotis de tous. Le spectacle le plus terrible est celui des enfants gelés. Enfants aux pieds nus, aux genoux nus, en haillons, pleurant dans la rue. Aujourd'hui, j'ai entendu sangloter de froid un petit de 3-4 ans. Demain matin, l'enfant sera probablement mort de froid. Cela devient un phénomène banal. Les cris des enfants sont une espèce de bruit de fond permanent au ghetto. Dans son journal, Adam Tcherniakov, le président du Judenrat de Varsovie, évoque sa rencontre avec des enfants recueillis par la police juive. Ce sont de véritables squelettes vivants qui se recrutent parmi les mendiants de la rue. Certains m'ont rendu visite à la communauté. Ils m'ont parlé comme des adultes. Ces citoyens de 8 ans. J'ai honte de l'avouer. Je n'avais pas pleuré ainsi depuis longtemps. Pris en charge par les institutions sociales du ghetto, les orphelins ne sont pas les seuls enfants à se retrouver sans protection de leurs parents. La réalité du ghetto a aussi fait éclater les rôles traditionnels au sein des familles. L'occupant a laissé les hommes démunis, incapables de protéger les leurs. L'endurance des femmes, les soutiens de la famille. Les hommes ne sortent pas. Quand ils prennent un homme pour le travail forcé, l'épouse n'a pas peur, elle n'a pas peur des soldats. Elle court, crie, hurle. Elle fait la queue pour trouver des vivres. Les relations humaines se retrouvent inversées, tout comme l'ordre social d'avant-guerre. Les professeurs n'ont plus de travail et se retrouvent tout en bas de l'échelle sociale du ghetto. À l'inverse, la pègre d'avant-guerre prospère. Le ghetto devient un endroit où certaines personnes peuvent faire carrière rapidement, alors qu'elles n'en avaient pas la possibilité avant la guerre. Denerwuje mnie tylko system protekcji stosowany przez osoby ważące względem urzędników. Ce qui m'agace, c'est le système de protection. Les privilèges dont certaines personnes de l'administration, mais aussi d'autres parasites bénéficient. Pendant que nous, les ouvriers, faisons la queue, il suffit qu'une demoiselle employée de bureau arrive pour nous doubler, elle reçoit immédiatement sa ration et elle a même le droit de choisir parmi les meilleurs articles. C'est la même histoire pour les policiers qui surveillent la distribution, ainsi que les fonctionnaires. Tous ces profiteurs ont des cartes de rationnement en plus et s'enrichissent sur le dos des ouvriers. Le ghetto développe même son propre langage pour désigner ces phénomènes. Dans le ghetto de Lodz, on crée à partir du mot « vaseline » le néologisme yiddish « vaseliner ». Cela signifie lubrifier, caresser dans le sens du poil, bien se faire voir auprès de ceux qui ont des positions privilégiées pour éventuellement monter dans la hiérarchie du ghetto. Versteiger in die Gassen, Gneiwes und Schwindlerei. Morale dans la rue, vol et arnaque, indifférence et empathie, aumône, châtiment, émotion de la rue, optimisme et pessimisme, joie et tristesse,
Espoir et désespoir. Peur et terreur. Raclée, prison, traque pour le travail forcé dans les camps. Panique et rumeur. Amortissement général de la sensibilité. Pour assurer la survie, le troc et la contrebande avec la population non juive deviennent essentiels. À Varsovie, 80% de la nourriture du ghetto provient du commerce illégal. Très souvent, les gens de la pègre d'avant-guerre, qui se connaissaient et que le mur avait séparés, ont renoué des contacts très rapidement. Grâce à ça, des camions entiers de nourriture entraient. La farine et le lait arrivaient par les gouttières de la partie non juive dans le ghetto.